Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 7h46, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Stanislas Guerini, député de Paris et délégué général d'En Marche. Bonjour Stanislas Guerini. Bonjour. L'auteur de la gifle va être jugé en comparution immédiate aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez une condamnation exemplaire ? D'abord, c'est normal qu'il soit jugé rapidement, en comparution immédiate, tant mieux. On dit suffisamment que la justice n'est pas assez rapide parfois. Quand on met la main sur les auteurs des actes, qu'on puisse les juger rapidement. Oui, il y en a certains qui vont se dire, pour d'autres choses de la délinquance classique, ça prend beaucoup trop de temps. Quand on met la main sur les délinquants, qu'on puisse les juger rapidement, je pense que c'est de bon sens. Et je crois que chacun peut se retrouver là-dedans. Moi, je demande rien de particulier, je demande jamais de justice d'exception. Je demande juste que la justice puisse faire son travail pour ce citoyen-là, comme exactement pour n'importe quel autre citoyen. Est-ce qu'il n'y a pas eu de la négligence de la part quand même des services de sécurité et d'Emmanuel Macron lui-même qui accourt pour serrer des mains ? Vous savez, soit vous vous dites que vous n'allez plus jamais au contact des Français, que vous évitez absolument tout risque, et c'est peut-être les États-Unis, soit vous continuez à vouloir discuter, échanger, parfois vous faire engueuler aussi par vos concitoyens. Et je crois que c'est ça la vie politique, qu'on soit président de la République, qu'on soit maire, qu'on soit élu local. Oui, c'est l'honneur du président de la République. On est président de la République quand même. On ne changera pas le président de la République sur ce point-là. Ça, c'est pas un scoop, mais je peux vous le dire ce matin. Tous ceux qui veulent l'empêcher d'aller au contact, ils en seront pour leurs frais. Ouais. Et d'ailleurs, je voudrais pas que un seul citoyen illuminé soit celui qui cache la forêt de tous ceux qui discutent normalement, de façon démocratique, de façon légitime, parfois pour encourager, parfois pour engueuler, parfois pour dire leur colère aussi, ça existe. C'est ça la démocratie, je crois que c'est ça qu'il faut qu'on préserve tous ensemble. Dans ce moment où il y a quand même une certaine violence et un climat délétère dans notre société, est-ce que les politiques doivent essayer de mesurer leurs paroles, leurs gestes, leurs actes aujourd'hui à l'image de Jean-Luc Mélenchon et essayer de calmer les choses ? Oui, à la contre-image de Jean-Luc Mélenchon. Oui, bien sûr. Moi, c'est ce que j'essaye de faire quand vous avez la gentillesse de m'inviter, d'avoir une parole mesurée, parfois un peu calme. Et vous voyez, c'est tout le paradoxe de la vie politique, parce qu'on vous le reproche très souvent quand vous ne faites pas la petite phrase, le truc pour enflammer le débat, pour avoir 10 articles qui suivent. On peut faire la petite phrase, mais il faut assumer ça, parce que la vie politique, c'est aussi une constance. C'est celle qui donne des résultats. Vous voyez la situation du pays aujourd'hui. Je pense que cette constance-là, elle est saluée. Et c'est ce qui paye à long terme. Et moi, quand je vois effectivement des partis politiques, je le rappelais, Adrien Quatennens, avec qui je débattais l'autre jour, qui miment dans des scénographies le lynchage d'un mannequin du président de la République. Mais comment s'étonner ensuite ? C'était la France Insoumise, une députée, une sénatrice de la France Insoumise. Comment s'étonner ensuite qu'il y ait des dérives violentes et qu'il y en ait de l'autre côté, quoi. À ce point-là, il y a un manque d'exemplarité dans la classe politique. Donc oui, résolument oui à la bienveillance. Moi, je maintiens ce mot-là. Parfois, il est un peu galvaudé, mais je pense que c'est une valeur qui a effectivement encore cours dans notre société. Oui, ce que vous sous-entendez, c'est que la France Insoumise a mis en scène les choses, donc il ne faut pas qu'elle s'étonne s'il y en a certains comme des youtubeurs et Papacito là, qui mettent en scène aussi un certain nombre de choses. Vous n'allez pas m'entraîner à excuser ensuite des youtubeurs qui, eux, miment le meurtre d'un militant d'extrême gauche sur Internet. Ces gens-là doivent être poursuivis, condamnés, et évidemment, on doit garder la mesure. Mais oui, je dis justement que les responsables politiques doivent essayer de mettre un petit peu de calme dans tout ça. Et vous savez quoi ? Je pense que c'est ce que veulent nos concitoyens. Cette majorité-là, peut-être parfois un peu plus silencieuse que les autres. Mais eux, ils ne s'intéressent pas à ça. Ils ne s'intéressent parfois pas à ce qui, à longueur de journée, fait les chaînes de télévision en continu, crée de l'angoisse dans le pays. Moi, je vois un pays qui ne ressemble pas à ce qu'on voit parfois sur vous l'avez dit vous-même, c'est tendu quand même dans le pays. Vous l'avez dit, non ? Je crois qu'il y a parfois plus de tensions. D'abord sur les réseaux sociaux, c'est évident. Et nous faisons d'ailleurs à La République En Marche des propositions. On va voir ça dans un instant, c'est vrai. À réguler les choses sur cette question-là. Mais il y a parfois plus de tensions dans ce microclimat politique qui effectivement, lui, est explosif. Et la vie réelle du pays, des gens qui ont envie de bosser. Vous savez, hier matin, j'étais avec Laurent Saint-Martin et avec le Premier ministre à Rungis. On est allé voir ceux qui se lèvent tôt,
qui travaillent, qui ont envie de bosser, qui n'ont pas envie d'aide, mais qui ont envie de vivre de leur travail. Bien, je crois que ça, c'est vraiment l'immense majorité du pays. Et ces gens-là, ils ne s'intéressent pas du tout à une polémique autour d'une claque. Ils s'intéressent à savoir s'ils auront un job, si la vie de leurs enfants sera meilleure, si on va pouvoir faire redémarrer le pays, si on va pouvoir vacciner tout le monde. On est en train d'y arriver. C'est ça qui intéresse vraiment les gens. Vous avez pris vos précautions avec Jean Castex parce que son épouse est cas contact et lui-même a été testé hier soir, c'est ça? Alors, je ne sais pas pour son test, mais évidemment, je souhaite un bon rétablissement à son épouse avant tout. Et c'est peut-être juste l'occasion de dire à votre antenne que oui, les choses vont mieux. La situation sanitaire s'améliore grâce au vaccin, beaucoup, mais il faut rester prudent. On a fait des efforts immenses pendant des mois. Rappelez-vous, l'été dernier, on a un petit peu relâché ces efforts-là et ensuite, on s'en est tous mordu les doigts. Donc je crois qu'il faut revivre, évidemment. Et hier, c'était quand même une belle journée. Moi, j'ai vu des gens qui étaient heureux de pouvoir retourner au restaurant, prendre un peu de plaisir dans la vie normale, d'une certaine façon, mais tout ça, ne le gâchons pas et continuons à être responsables. Oui, Stanislas Guerini, vous avez évoqué les réseaux sociaux tout à l'heure et des propositions que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez contrôler les réseaux sociaux? Non. Pas seul, évidemment, on voit bien quel est le débat qui est derrière tout ça. On se dit à chaque fois qu'il y a une proposition pour mieux réguler les choses, que c'est le pouvoir qui veut reprendre le contrôle sur la liberté d'expression. Évidemment que ça n'est pas ça. Et d'abord, les réseaux sociaux, c'est un espace de liberté d'expression. Il est bien utile en France et partout dans le monde. Mais effectivement, je crois qu'on ne peut plus accepter l'idée qu'au fond, ce que nous n'accepterions pas dans la vraie vie, on l'accepte sur les réseaux sociaux. Que ça soit en matière de violence, on voit bien encore l'actualité, c'est aussi Mila. Comment imaginer que la vie de ces jeunes filles soit volée parce que des individus haineux conduisent des raids contre elles, la menaçant de mort. Ben, vous voyez, ça, c'est la vie sur les réseaux sociaux. Non, mais ça fait des années qu'on en parle déjà. Qu'est-ce que vous voulez faire appliquer la loi concrètement? Nous avons voté des lois pour mieux lutter contre la haine en ligne. Appliquons-la. Moi, que des gens qui menacent de mort soient maintenant devant un tribunal et soient condamnés, je pense que c'est une très bonne chose. Et ça doit ouvrir la conscience de tout le monde, de dire que oui, on peut être tout seul dans son salon, se faire plaisir, mettre un message qui menace de mort une autre personne, eh bien, on peut être condamné pour ça, parce que derrière un pseudonyme, il y a une personne, et on peut la retrouver, et ça doit être... Mais ce sont aussi les plateformes et les GAFAM qui doivent faire des efforts sur l'anonymat. Est-ce que vous pouvez les obliger, les contraindre? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, derrière déjà un pseudonyme, les plateformes peuvent retrouver des gens. Et donc, s'il y a des actes tels qu'on les a définis dans la loi, justement de haine en ligne, on retrouvera ces personnes-là et on doit les condamner. Ça, c'est l'évidence. Mais ensuite, il y a bien d'autres sujets. Celui des fake news, celui de la désinformation. On sait qu'une fake news, elle circule 6 fois plus vite sur les réseaux sociaux qu'une information avérée. Et que environ 2/3 des jeunes disent que pour les prochaines élections, leur lieu d'information privilégié, ce seront les réseaux sociaux. On ne peut pas laisser faire ça. Et donc, nous appelons à effectivement prendre des mesures. On a par exemple une proposition sur la table qu'on crée une plateforme à l'image de la plateforme Pharos, vous savez, celle qui permet de dénoncer justement des propos haineux. Bien justement, quand on repère une fake news, qu'on puisse la mettre en avant et qu'il y ait une entité publique qui soit peut-être sous le contrôle du CSA, par exemple, qui puisse ensuite contraindre les émetteurs de ces fake news à les retirer des réseaux sociaux. Il y a une différence quand même entre des propos haineux et une fake news, ou alors une information qui n'est peut-être pas vérifiée, parce que est-ce qu'après il n'y a pas un risque aussi d'avoir une information uniquement officielle, et on ne peut plus rien contester. Précisément, je pense qu'il faut agir pour laisser la liberté d'information, la liberté d'expression, mais que on puisse alerter a posteriori en disant cette information-là, elle est fausse. Et on sait que certains émetteurs, qu'ils soient à l'étranger ou qu'ils soient dans le champ du débat politique français, le font à dessein pour justement déstabiliser, saper la confiance dans la démocratie. Eh bien moi je crois que nos démocraties, elles ne peuvent pas rester les bras ballants face à ça. Il faut les réarmer, parce que sinon petit à petit, on va laisser grignoter ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire la confiance et la liberté d'expression. Et j'ajoute un point simplement, c'est que les partis politiques ont une responsabilité. Et moi, je vais écrire à tous les responsables de partis politiques dans les jours qui viennent pour leur proposer que dans le cadre des futures élections, l'élection présidentielle, on puisse s'engager ensemble dans une charte d'une certaine façon de bonne conduite vis-à-vis des réseaux sociaux. Non à la diffusion de fake news, non à la diffusion de messages haineux en ligne, la condamnation systématique, la formation aussi des militants dans les partis politiques. Je crois que si on ne le fait pas, il n'y a pas que la loi
qui doivent permettre Vous de changer les choses. Il y a aussi l'attitude des uns et des autres. Oui. À réunir, par exemple, la France Insoumise et le Rassemblement National. On verra Ils viendront bien. avec vous. Et très sincèrement, moi, je le fais dans une démarche vraiment de bonne volonté, humble, parce que je crois qu'il faut travailler à cela ensemble pour que c'est de l'efficacité. Oui. Un mot sur les régionales, J-10 aussi. On dit que La République En Marche n'a pas d'ancrage local. Est-ce que vous espérez quand même gagner au moins une région ? Moi, vous savez, je lis les sondages. Je vois bien que les sondages, ils ne nous donnent pas gagnant. Et d'ailleurs, ils donnent gagnant aucun parti politique qui n'est pas déjà en place dans une région. C'est ça la réalité des sondages. Donc moi, j'ai voulu que dans cette élection, on parte d'abord rassembler la majorité présidentielle, c'est le cas partout, et puis qu'on puisse porter nos idées, porter les enjeux de cette élection régionale, c'est-à-dire d'accélérer la relance. Vous savez, moi, hier, j'ai regardé les différents débats. J'étais très fier des candidats de la majorité présidentielle parce qu'on a vu la compétence, la constance, on a vu des propositions. Est-ce qu'ils gagneront une... C'est ça. Mais je pense que certains peuvent gagner. Et donc, je ne vais pas commencer à m'amuser ce matin Fesneau, à dire... peut-être, non. Regardez les sondages, voyez qu'il y a tant de dynamique. Alors, si vous ne gagnez pas, est-ce qu'il y aura un front républicain ? En tout cas, pour vous répondre, des candidats de la majorité présidentielle qui progressent à peu près partout. Et c'est une bonne nouvelle, parce que cette élection, elle commence à intéresser nos concitoyens. J'en profite pour le dire, le 20 et le 27 juin prochain, il faut aller voter, quelles que soient vos convictions. Allez voter pour cette élection, parce que se joue là un moment important pour le pays, c'est-à-dire notre capacité, avec les territoires, à relancer la machine. Et il y aura un front républicain, deuxième tour, qu'on va porter dans cette élection. Vous êtes sur le front républicain ? Moi, je suis pour faire tout ce qu'il faut pour battre le Rassemblement national, qui reste un adversaire particulier. L'extrême droite, elle nous trouvera toujours sur son chemin. Dernière question avec Cécile de Ménibus. Petite question rapide sur les retraites. On en parle beaucoup. Le président du MEDEF parle de 64 ans. Est-ce que ça va revenir avant 2022 ou après 2022 ? Je pense que c'est trop tôt pour dire si on va le faire avant ou après 2022. Mais vous seriez enclin à 64 ans ? Je crois qu'il faut faire cette réforme des retraites et que oui, il faut travailler plus longtemps. Vous savez, c'est très simple les retraites. Il y a 3 manières de faire si on veut pérenniser notre système. Soit on augmente les cotisations, c'est-à-dire les impôts. Nous, on a déjà dit très clairement qu'on n'augmentera pas les impôts dans ce quinquennat. Soit on baisse les pensions, et on a dit extrêmement clairement que nous ne voulions pas faire ça. Soit on travaille plus longtemps, on travaille plus, mais ça veut dire aussi d'être en capacité de faire travailler les seniors. Parce qu'on ne peut pas se contenter d'une situation où on a un chômage qui est plus important qu'ailleurs pour les plus de 55 ans. Mais ce sera 64 ans, pas plus. Je pense que ça, il faut le discuter, il faut le concerter. Mais je pense qu'effectivement, le sens de l'histoire, c'est de travailler un petit peu plus longtemps. Merci Stanislas Guerini, délégué général d'En Marche, d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio.